Bonsoir, cher auditeur, et bienvenue dans notre havre de tranquillité historique. Alors que le monde moderne continue sa course effrénée autour de vous, je vous invite à vous installer confortablement, à fermer doucement les yeux et à vous laisser porter par les murmures d'une époque lointaine où Rome régnait sur le monde connu. Cette histoire est conçue pour vous offrir un moment de calme et de sérénité, pour apaiser votre esprit et peut-être même vous accompagner vers un sommeil paisible, bercé par les échos de l'histoire. Laissez les détails historiques vous envelopper comme une couverture chaude en cette soirée. J'aimerais savoir d'où vous nous écoutez ce soir et à quel moment de la journée vous vous accordez ce voyage dans le temps. Peut-être êtes-vous en Provence, regardant le soleil se coucher sur des paysages que les Romains ont autrefois admirés, ou peut-être à Montréal, vous préparant pour la nuit. Partagez votre coin du monde dans les commentaires. J'aime imaginer notre communauté d'auditeurs réunis autour de ces récits du passé. Si ces voyages historiques vous apportent paix et plaisir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures explorations à travers les âges. Chaque semaine, nous traversons ensemble le voile du temps pour découvrir les vies oubliées qui ont façonné notre monde. Maintenant, fermez les yeux et respirez profondément. Laissons derrière nous les préoccupations de notre époque moderne. Sentons les bruits électroniques s'estomper, les notifications se taire. Nous quittons le XXIe siècle pour nous éveiller sous le soleil doré du IIe siècle après Jésus-Christ, à l'apogée de la plus grande civilisation que le monde antique ait connue. L'aube caressait les 7 collines de Rome de ses premiers rayons dorés, illuminant progressivement les toits de tuiles rouges et les façades de marbre blanc. Dans la domus patricienne sur le Palatin, Lucius Cornelius Valerius s'éveillait au chant des oiseaux qui résonnait dans l'atrium central de sa demeure. « Il est temps de vous lever, Dominus », murmura respectueusement Héraclès, son esclave grec personnel, en ouvrant les lourds rideaux de la chambre. Les clients attendent déjà dans le vestibule, et le soleil a commencé sa course. Le sénateur se redressa sur sa couche, savourant le dernier moment de quiétude avant que ne commence sa journée chargée de responsabilités. À 53 ans, Lucius portait sa toge et sa dignité avec l'aisance que confèrent 2 décennies passées au Sénat. Sa villa, nichée sur la plus prestigieuse des collines de Rome, témoignait de la fortune accumulée par sa famille depuis 3 générations, enrichie par des propriétés agricoles en Campanie et des investissements commerciaux à Ostie. Dans l'atrium, sa femme Claudia supervisait déjà les préparatifs du jour, sa stola immaculée flottant gracieusement autour d'elle tandis qu'elle donnait des instructions aux serviteurs. « Assurez-vous que les guirlandes de fleurs fraîches soient installées avant l'arrivée des invités ce soir, » ordonnait-elle à l'intendant. « Et vérifiez auprès du cuisinier que le paon sera préparé comme l'apprécie le questeur Fabius. »« Bien sûr, Domina, » répondit l'homme en s'inclinant avant de se diriger vers les cuisines. Après s'être rafraîchi avec l'eau parfumée que lui présentait Héraclès dans une vasque d'argent, Lucius revêtit sa toge sénatoriale bordée de pourpre, symbole de son rang. Le vêtement, composé de plusieurs mètres de laine fine, nécessitait l'assistance experte de son esclave pour être drapé correctement autour de son corps. « Le proconsul d'Hispanie sera présent à la séance aujourd'hui », rappela Héraclès en ajustant les plis. « On dit qu'il apporte des nouvelles concernant les nouvelles mines d'argent découvertes près de Carthago Nova. » Dans le triclinium, la salle à manger ornée de fresques représentant des scènes mythologiques, la famille se réunissait pour le jentaculum, le premier repas de la journée. Les enfants de Lucius, Marcus, 16 ans, qui commençait à accompagner son père au forum, et Julia, 14 ans, promise au fils d'un chevalier romain, prenaient place sur leurs sièges respectifs. « Père, » demanda Marcus en trempant un morceau de pain dans du vin mielé, « est-il vrai que l'empereur Hadrien reviendra bientôt de son voyage en Grèce ?» Lucius sourit à son fils, appréciant son intérêt précoce pour les affaires politiques.
Les dernières tablettes arrivées hier indiquent qu'il visite actuellement Athènes, où il inaugure de nouveaux monuments. Notre empereur est un grand admirateur de la culture hellénique, comme tu le sais. Julia, qui écoutait attentivement, ajouta « Mon précepteur dit que l'empereur écrit lui-même des poèmes en grec. Est-ce vrai, père ?» Le soleil montait progressivement dans le ciel lorsque Lucius quitta sa demeure, accompagné de son fils et d'une petite escorte d'esclaves et de clients. Dans le vestibule, une vingtaine d'hommes, certains commerçants, d'autres artisans ou citoyens de moindre rang, attendaient impatiemment leur patron. La salutatio matinale, cette tradition ancestrale où les clients venaient présenter leur respect et solliciter faveur ou protection, était un rituel quotidien pour tout homme d'importance. Lucius Cornelius, que les dieux vous accordent santé et prospérité, s'inclina à un marchand d'étoffes. Mon affaire avec ce commerçant d'Alexandrie dont je vous ai parlé, nous en discuterons en marchant vers le forum, répondit Lucius avec bienveillance. Le cortège descendit les pentes du Palatin vers le cœur battant de l'Empire. Les rues s'animaient progressivement, les boutiques ouvraient leurs volets de bois, et les vendeurs ambulants commençaient à vanter leurs marchandises. L'odeur du pain frais se mêlait aux effluves moins agréables des ruelles étroites, où des esclaves municipaux s'affairaient déjà à nettoyer les détritus de la veille. Rome s'éveillait dans toute sa splendeur chaotique et majestueuse, sous la protection de la Pax Romana qui garantissait sa prospérité depuis plus d'un siècle. Tandis que le cortège de Lucius s'éloignait, la ville révélait un autre visage, celui des quartiers populaires où s'entassait la majorité des habitants de Rome. À l'ombre des collines aristocratiques s'élevaient les insulae, ces immeubles locatifs de plusieurs étages qui abritaient les plébéiens. Dans l'une de ces structures de briques rougeâtres du quartier de Suburée, Titus Calidius, un artisan cordonnier d'une quarantaine d'années, s'éveillait au 5e étage d'un immeuble branlant. « Livia, les enfants sont-ils déjà levés ?» demanda-t-il à sa femme, qui s'activait déjà près du petit foyer portatif en terre cuite, seule source de chaleur et de cuisson dans leur modeste logement de 2 pièces. Livia, une femme robuste, aux traits marqués par les années de labeur, remuait une bouillie de millet dans un pot en céramique ébréchée. Rufus est parti chercher de l'eau à la fontaine, et Cassia aide la vieille Cornelia à descendre les escaliers. Tu sais bien qu'elle ne peut plus le faire seule depuis sa chute. Le logement, bien que proprement tenu, trahissait la condition modeste de ses occupants. Un lit pour les parents, une paillasse pour les enfants, quelques tabourets, une table bancale et des étagères où s'entassaient les outils de Titus et les quelques ustensiles du ménage. Par la fenêtre étroite, dépourvue de verre mais fermée par un volet de bois, filtrait la rumeur croissante de la rue. Titus s'étira, grimaçant à cause de son dos douloureux. Les étages supérieurs des insulae étaient moins chers mais plus dangereux, exposés aux incendies fréquents et dépourvus d'eau courante. « J'ai une commande urgente pour le marchand Decius aujourd'hui, » dit-il en se lavant sommairement le visage dans une cuvette. « Si je la termine avant midi, il me paiera un supplément. Nous pourrons peut-être acheter un peu de porc pour le repas de demain. » Toasté. Rufus, un garçon de 12 ans aux cheveux bruns ébouriffés, fit irruption dans l'appartement, portant avec peine une amphore d'eau. « Père, on annonce des jeux au Colisée pour la semaine prochaine. »« Tout le quartier en parle, » s'exclama-t-il, les yeux brillants d'excitation. « Des gladiateurs de toutes les provinces et même une chasse avec des lions d'Afrique. » Titus ébouriffa les cheveux de son fils avec affection. « Si j'ai suffisamment de travail cette semaine, nous irons peut-être les voir. Maintenant, aide ta mère pendant que je descends à l'atelier. » L'escalier de bois grinçait dangereusement sous ses pas. En descendant, Titus salua plusieurs voisins, un scribe affranchi, une famille d'immigrants grecs, un vendeur de légumes. Les insulae formaient de véritables communautés verticales où se côtoyaient des dizaines de familles d'origines diverses.
Au rez-de-chaussée se trouvait son modeste atelier, une échoppe ouverte sur la rue où il confectionnait et réparait des chaussures pour la clientèle du quartier. « Salut, Titus !» lança Marcus Furius, le boulanger d'en face qui enfournait déjà ses premières fournées. « As-tu entendu ? L'eau a encore été coupée à la fontaine du carrefour. Les aqueducs seraient en réparation. » À quelques kilomètres de là, dans les baraquements adjacents au grand amphithéâtre flavien que le peuple appelait désormais le Colisée, Brennus se réveillait dans la pénombre. Ce Gaulois massif aux cheveux blonds tressés avait été capturé lors d'une escarmouche aux frontières de la Germanie 5 ans plus tôt. Aujourd'hui, il était l'un des gladiateurs les plus prometteurs du Ludus de Quintus Pompeius. Debout, les chiens. L'entraînement commence dans 1 heure. Hurla le docteur, le maître d'armes, en frappant les barreaux de fer avec son bâton. Brennus se redressa sur sa paillasse, massant son épaule encore douloureuse de son dernier combat. « Tu crois aux rumeurs, Brennus ?» chuchota Démétrios, un Grec capturé sur un navire pirate. « On dit que l'empereur assistera au jeu de la semaine prochaine. Si tu impressionnes suffisamment, tu pourrais gagner le rudi. » Le rudi, ce bâton de bois symbolisant l'affranchissement, était le rêve de tout gladiateur. Brennus haussa les épaules avec une indifférence feinte, mais son cœur s'accéléra à cette perspective. Je ne crois que ce que je vois, Grec. Pour l'instant, concentrons-nous sur la survie. Il se leva et commença ses étirements matinaux, rituel immuable depuis qu'il avait rejoint les rangs des gladiateurs. Dans la cour d'entraînement, une vingtaine d'hommes au corps sculpté par des années de combat s'exerçaient déjà sous l'œil vigilant des gardiens. Certains maniaient des armes en bois 2 fois plus lourdes que celles utilisées en combat réel, d'autres frappaient des poteaux rembourrés ou luttaient corps à corps. « Brennus !» appela le laniste Quintus, propriétaire du Ludus. « Viens ici, j'ai une nouvelle pour toi. » Le Gaulois s'approcha, méfiant. Les nouvelles étaient rarement bonnes dans ce monde. Tu combattras en vedette lors des prochains jeux. Un combat singulier contre Memnon le Numide. Brennus connaissait la réputation de Memnon, un combattant redoutable qui avait déjà remporté plus de 20 victoires. « C'est un honneur, Dominus, » répondit-il sobrement, sachant qu'aucun refus n'était envisageable. Quintus sourit, révélant des dents jaunies par le vin. « Ce n'est pas un combat à mort, mais une exhibition. L'empereur veut voir les meilleurs. Impressionne-le, et qui sait... » Il laissa sa phrase en suspens, mais l'implication était claire. Une chance de liberté se profilait peut-être à l'horizon pour le Gaulois. Pendant ce temps, dans un autre quartier de Rome, les imposants thermes de Trajan ouvraient leurs portes pour la journée. Ces bains publics monumentaux, véritables palais dédiés aux soins du corps et aux rencontres sociales, accueillaient quotidiennement des milliers de Romains de toutes conditions. Parmi les premiers arrivants se trouvait Gaius Petronius, un riche négociant en vin qui appréciait le calme des premières heures. « Ah, Decius, je ne m'attendais pas à te voir si tôt, » s'exclama-t-il en reconnaissant un ami commerçant dans le vestiaire où des esclaves prenaient en charge leurs toges et tuniques. « Les affaires m'ont tenu éveillé toute la nuit, Petronius. J'espère que les eaux chaudes apaiseront mon esprit tourmenté, » répondit Decius en confiant ses vêtements à un esclave. Les 2 hommes, nus comme le voulait la coutume, se dirigèrent vers le tepidarium, la salle tiède qui préparait le corps avant l'immersion dans les eaux brûlantes du caldarium. Autour d'eux, des hommes de tous âges et de toutes conditions se côtoyaient. Un sénateur discutait politique avec son client, un groupe d'affranchis grecs débattait de philosophie, des artisans échangeaient des nouvelles du quartier. « As-tu entendu parler des nouveaux édits fiscaux ?» demanda Petronius, tandis qu'un esclave l'enduisait d'huile parfumée avant de racler sa peau avec un strigile de bronze pour éliminer sueur et impureté. On dit que l'empereur veut augmenter les taxes sur les importations orientales,
Cela pourrait affecter ton commerce de vin de Chios. » La conversation se poursuivit alors qu'ils progressaient vers le Caldarium, immense salle voûtée où la vapeur s'élevait des bassins d'eau chaude chauffés par un système ingénieux de fournaises souterraines. Dans un coin du Caldarium, Lucius, le sénateur que nous avons suivi plus tôt, s'entretenait avec plusieurs collègues, profitant de ce cadre informel pour tisser des alliances politiques loin des oreilles indiscrètes du Sénat. Non loin de là, Titus le cordonnier, qui s'était accordé une rare pause dans sa journée de travail, savourait la chaleur bienfaisante qui soulageait ses articulations douloureuses. Au terme, les barrières sociales s'estompaient partiellement, bien que jamais complètement, dans la nudité commune et la détente partagée. « Regarde, père, c'est le sénateur Cornelius Valerius », chuchota un jeune apprenti forgeron à son père. « On dit que l'empereur lui-même le consulte sur les affaires de l'Orient. » Le père fit signe à son fils de baisser la voix. « Ne montre pas du doigt, Quintus. Les grands hommes méritent notre respect, pas notre curiosité indiscrète. » Cette remarque fut entendue par un vieil homme assis près d'eux, qui sourit avec bienveillance. « Dans les termes comme dans la mort, jeune homme, tous les hommes sont égaux, du moins en apparence, » philosopha-t-il avant de s'immerger plus profondément dans l'eau chaude. Le vieil homme qui venait de philosopher sur l'égalité dans les termes s'appelait Apollodore d'Athènes. Après son bain, il se dirigea d'un pas mesuré vers une petite villa située non loin du forum, où l'attendaient ses élèves. Arrivé à Rome 30 ans plus tôt comme esclave érudit, il avait été affranchi par son maître impressionné par son savoir. Désormais, il enseignait aux fils des familles patriciennes et à quelques jeunes hommes prometteurs de conditions plus modestes, dont les talents avaient attiré l'attention de Mécène. La vérité, mes jeunes amis, commença Apollodore, en s'installant sur un siège de marbre dans le péristyle ombragé, n'est pas une possession à acquérir, mais une quête perpétuelle. Autour de lui, une dizaine de jeunes Romains étaient assis sur des tabourets, certains prenant des notes sur des tablettes de cire. Parmi eux se trouvait Marcus, le fils du sénateur Lucius Cornelius Valerius, ainsi que Tiberius, fils d'un riche négociant, et Flavius, dont le père était un affranchi devenu prospère commerçant d'huile. Platon nous enseigne que l'âme se souvient de ce qu'elle a contemplé avant de s'incarner. Apprendre, c'est se souvenir. Un jeune homme à la toge bordée de pourpre leva la main. « Maître Apollodore, comment concilier ces idées grecques avec nos traditions romaines ? Nos ancêtres n'avaient pas besoin de philosophie pour conquérir le monde. » Quelques rires approbateurs parcoururent en l'assemblée. Apollodore sourit sans s'offusquer. « Excellent, Quintus Fabius. Tu poses la question que tous les Romains devraient se poser. Rome a conquis la Grèce par les armes, mais la Grèce a conquis Rome par l'esprit. Vos ancêtres ont bâti des routes et des aqueducs, mais ils ont aussi eu la sagesse d'adopter ce qui était précieux chez les peuples qu'ils rencontraient. C'est la véritable force de Rome, non pas rejeter l'étranger, mais l'absorber et le transformer. » Marcus, le fils du sénateur, intervint à son tour. « Mon père dit que l'empereur Hadrien lui-même se comporte plus en grec qu'en romain lors de son voyage actuel en Hellade. Certains sénateurs le critiquent pour cela. » Apollodore hocha la tête pensivement. L'empereur comprend que la grandeur de Rome réside dans sa capacité à être universelle. Regardez autour de vous. Nos dieux sont mêlés à ceux des Grecs, nos arts s'inspirent des leurs, et maintenant le culte d'Isis d'Égypte ou de Mithra de Perse trouve des fidèles jusqu'ici. Rome n'est pas qu'une cité ou même un empire, c'est une idée, un mode de vie qui transcende les origines. La leçon se poursuivit jusqu'à midi, moment où les jeunes gens se dispersèrent pour le repas. Apollodore invita Marcus à rester un moment. « C'est que... Ton père m'a demandé de te préparer particulièrement aux affaires publiques. Il voit en toi un futur serviteur de l'État. » Le jeune homme acquiesça,
son visage reflétant à la fois la fierté et l'appréhension. « Je ne sais pas si je serai à la hauteur de ces espérances, maître. » Le philosophe posa une main sur son épaule. « La vertu n'est pas innée, Marcus. Elle s'acquiert par la pratique et la réflexion. C'est pourquoi nous étudions les grands hommes du passé, non pour les imiter aveuglément, mais pour comprendre leurs choix. » À plus de 1500 milles de Rome, sur les rives du Rhénus, le légionnaire Gaius Valerius Rufus scrutait la forêt germanique depuis le rempart du castrum. Originaire de Mediolanum, en Italie du Nord, il servait depuis 12 ans dans la Legio Vendeus Primigenia, stationnée à Mogontiacum. Le vent froid de l'automne s'infiltrait sous sa cape de laine épaisse, lui rappelant que l'hiver approchait, une saison redoutée sur cette frontière septentrionale. Encore à rêvasser, Rufus? La voix de son centurion, Titus Cassius Longinus, le tira de ses pensées. Non, centurion. J'observais des mouvements à la lisière de la forêt, probablement des chasseurs chérusques. Le centurion plissa les yeux pour scruter l'horizon. Vétéran de 3 campagnes, il avait appris à respecter l'instinct de ses hommes. Peut-être. Peut-être. Mais depuis que les chattes ont attaqué ce convoi le mois dernier, je ne fais confiance à aucune ombre. Double la garde cette nuit. Dans la baraque qu'il partageait avec 7 autres légionnaires, Rufus nettoyait méticuleusement son équipement. « Une lettre de Rome pour toi », annonça Lucius, un jeune recrue de Tarraco en Hispanie, en lui tendant une tablette scellée. Rufus l'ouvrit avec précaution. Son frère cadet lui écrivait que leur père était décédé, que sa sœur s'était mariée et que Rome s'embellissait encore sous Hadrien. Des nouvelles d'un monde qui semblait désormais si lointain. « Des problèmes » demanda Marcus, un vétéran originaire d'Afrique qui préparait un ragoût sur le petit foyer de leur chambrée. « Non » répondit Rufus en rangeant la lettre. « Juste la vie qui continue sans nous. » Le lendemain matin, la cohorte s'activa dès l'aube. Une délégation de chefs germains était attendue pour négocier des droits de passage et de commerce. « Ils ne sont pas si différents de nous », expliquait Rufus à Lucius, tandis qu'il préparait la salle de réunion dans le Principiat. « J'ai appris leur langue. Ils ont des lois, des dieux, des familles. Ils nous craignent autant que nous les craignons. » Le jeune hispanique semblait sceptique. « Mon oncle a été tué lors de la révolte de Civilis. Pour moi, ce sont des barbares. » Rufus secoua la tête. « J'ai épousé une femme batave du village voisin. Après 25 ans de service, je m'établirai ici avec elle. Cette frontière n'est pas qu'une ligne entre eux et nous. C'est un lieu où naît quelque chose de nouveau. » L'après-midi, Rufus accompagna le préfet du camp pour la rencontre avec les chefs germains. En tant qu'interprète, il se tenait légèrement en retrait, traduisant les paroles échangées. Le chef des Mattiaques, un homme imposant nommé Chlodwig, parlait avec assurance. « Nous respectons la puissance de Rome, mais nous demandons que vos marchands respectent nos coutumes lorsqu'ils viennent commercer chez nous. » Le préfet Quintus Caecilius Metellus, un patricien de Rome qui considérait cette affectation comme un exil temporaire, répondit avec une condescendance à peine voilée. « Rome apporte la civilisation partout où elle va. Vos coutumes évolueront naturellement vers les nôtres avec le temps. » Ça. Rufus traduisit en adoucissant légèrement les propos, conscient des susceptibilités en jeu. Après la réunion, alors que les chefs germains partaient, Chlodwig s'approcha de lui. « Tu comprends les 2 mondes, Romain. Dis à ton préfet que nous ne sommes pas des enfants à éduquer, mais des alliés à respecter. » Rufus acquiesça discrètement. Ce soir-là, en regardant les feux s'allumer dans le village germanique voisin, il réfléchit à sa position unique. Ici, à la frontière, Rome n'était plus le centre du monde, mais une idée qui se transformait au contact d'autres réalités. De retour à Rome, dans une modeste boutique du quartier de l'Aventin, le vieil artisan Titus Junius Faustus terminait une délicate mosaïque destinée à orner l'atrium d'une villa suburbaine.
À 72 ans, ses mains restaient étonnamment précises, malgré les articulations déformées par des décennies de travail minutieux. Son apprenti, un jeune homme nommé Démétrius, d'origine grecque, le regardait placer les minuscules tesselles avec une admiration non dissimulée. « Maître, comment faites-vous pour que les couleurs semblent si vivantes ?» demanda Démétrius en observant la scène marine qui prenait forme sous les doigts du vieil homme. Faustus sourit, révélant des dents usées mais bien entretenues. Le secret n'est pas dans la technique, mon garçon, mais dans l'observation. J'ai vu la mer de Néapolis dans ma jeunesse. J'ai observé comment la lumière danse sur les vagues à différentes heures du jour. La mémoire des yeux est le plus précieux outil d'un artisan. Faustus avait commencé comme simple apprenti sous le règne de Néron, avait survécu à l'année des 4 empereurs, prospéré sous les Flaviens, et maintenant, sous Hadrien, il était considéré comme l'un des meilleurs mosaïstes de Rome. « Quand j'étais jeune comme toi, dit-il en s'arrêtant pour reposer ses mains, Rome était différente, plus petite, plus romaine si l'on peut dire. Aujourd'hui, on entend toutes les langues du monde dans nos rues. Le temple d'Isis attire plus de fidèles que certains de nos anciens cultes. Est-ce un mal? Je ne le crois pas. Rome a toujours grandi en absorbant ce qu'elle rencontrait. Un client entra dans la boutique, Servius Cornelius, un affranchi devenu riche négociant qui commandait régulièrement des œuvres à Faustus. « Comment avance ma mosaïque, vieux renard ?» demanda-t-il avec familiarité. « Elle sera prête dans 1 semaine, comme convenu, » répondit l'artisan. « Viens voir par toi-même. » Le négociant s'approcha et hocha la tête avec satisfaction. « Magnifique. Tu sais que j'ai commandé des mosaïques à Antioche et à Alexandrie, mais les tiennes ont quelque chose de spécial, un équilibre parfait entre la tradition romaine et les influences orientales. » Après le départ du client, Faustus envoya Démétrius chercher des provisions pour le repas du soir. Resté seul, il contempla son atelier, les outils qu'il avait façonnés lui-même au fil des décennies, les dessins préparatoires accrochés au mur, les échantillons de pierres colorées soigneusement classés. « J'ai vu 5 empereurs, murmura-t-il pour lui-même. J'ai vu le Colisée s'élever pierre par pierre. J'ai vu des temples dédiés à des dieux dont mes grands-parents n'avaient jamais entendu parler. Et pourtant, Rome reste Rome. » Le soir venu, assis dans la petite cour de sa maison avec Démétrius et sa fille Livia, veuve qui gérait désormais l'aspect commercial de son atelier, Faustus savourait un vin coupé d'eau et le simple plaisir d'une journée de travail bien remplie. « Paix, dit Livia, le sénateur Quintus Aurelius a envoyé un messager. Il souhaite que tu formes son fils à l'art de la mosaïque. » Faustus haussa les sourcils, surpris. « Un patricien qui veut que son fils apprenne un métier manuel? Voilà qui est nouveau. » Livia sourit. « Les temps changent, père. L'empereur lui-même ne s'intéresse-t-il pas à l'architecture ?» Faustus acquiesça pensivement. « Oui, les temps changent. Quand j'étais enfant, un artisan restait un artisan et un sénateur un sénateur. Aujourd'hui, les frontières s'estompent. Est-ce le crépuscule de l'ancien monde ou l'aube d'un nouveau? Peut-être les deux. » Il leva les yeux vers le ciel étoilé au-dessus de Rome. Ce que je sais, c'est que j'ai eu la chance de vivre à la plus belle époque de l'histoire de Rome. Une époque où la paix règne des forêts de Britannia au désert d'Égypte, où les idées circulent aussi librement que les marchandises. Qui sait combien de temps cela durera ?